J'étais inscrit au barreau de Londres, monsieur. Je suis arrivé ici, vous savez ce qu'on m'a dit? Qu'il fallait l'équivalence de mes diplômes. Équivalence de quoi? J'ai attendu 3 ans. J'ai été avocat stagiaire quand la loi disait clairement que quand on est inscrit un barreau étranger, on est inscrit directement ici au barreau. Je pense qu'on a un problème d'adéquation entre ce qu'on étudie et ce qu'on fait à la sortie. Moi, bâtonnier, j'ai eu des candidats qui venaient sortant de l'université qui ne sont pas bilingues. Je pense que c'est inacceptable, excusez-moi, qu'on sorte de l'université en 2018 étant unilingue et ne maîtrisant pas l'informatique. Dans mon cabinet d'avocat, il n'y a pas de secrétaire. Le premier problème de l'éducation au Cameroun aujourd'hui, le système éducatif camerounais aujourd'hui, pour vous, c'est quoi? C'est une éducation qui n'a pas d'objectif. C'est devenu un mimétisme. C'est devenu même, disons même un commerce à tous les champs. Liste de livres, qu'est-ce qu'on paye pour entrer, comment est-ce qu'on a les notes, comment est-ce qu'on a les unités, qui est doyen, qui n'est pas doyen. C'est un marché énorme. Lorsqu'on parcourt votre programme, on remarque que dans les propositions que vous faites pour la Nouvelle République, vous insistez sur la place de l'enseignant, qui de votre point de vue serait clochardisé. Exactement. Il s'agit de faire quoi précisément en ce qui concerne le levier enseignant? L'amélioration des salaires, c'est quoi? Conditions de vie. Je pense qu'il faudrait qu'on comprenne que le travail que fait l'enseignant, c'est en fait le travail de l'avenir du pays. Je pense que notre pays ne met pas l'accent sur l'excellence. C'est ça qui retombe partout. Quand vous dites mettre l'accent sur l'excellence, c'est quoi concrètement? Ça veut dire que je dois pouvoir dire chaque fois que mince, dans telle école, il y avait tel étudiant. Ils le font en Côte d'Ivoire. Vous êtes donc pour la révision du système éducatif ou bien pour la refonte complète? Je pense qu'il faut une refonte complète. Il faut un système éducatif qui permette, n'est-ce pas, de dégager les gens méritants. Oui, mais il y a une loi d'orientation de 98 là-dessus, mais peut-être qui n'est pas fondamentalement appliquée. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dépoussiérer cette loi d'orientation qui est la conséquence des états généraux de 94. Moi, je suis d'une autre culture. Hein. La culture francophone, quand vous posez un problème, on sort un texte. Et on s'apprête à dire que c'est vrai que le texte n'est pas appliqué. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des états généraux. Il faudrait que ceux qui sont concernés puissent dire ce qu'il y a, ce qui ne va pas. Il faut recommencer ces états généraux? Oui, il faut tout faire. Il faut tout refaire. Parce que vous estimez qu'il y a quelque chose qui manque. Pour créer ce barreau qu'on a créé, on fait un siège. J'ai constaté au barreau que il y a un problème. On a un système judiciaire qui n'est pas fait pour le citoyen lambda qui vient du village. Il vient là, on le condamne dans une salle, il ne sait pas où aller, il veut faire un certificat, il y a toutes sortes de personnes dehors. J'ai créé ce qu'on appelait les centres de secours judiciaire au sein des palais. Celui de Kumba a été financé par les Britanniques, Bamenda par les Britanniques, Yaoundé, je pense par les Canadiens. Maître Finish, quel est l'état dans lequel vous avez laissé le barreau du Cameroun, de votre point de vue? J'ai laissé un barreau solide, un administrateur de barreau formé par le barreau de France. J'étais le premier à jumeler le barreau du Cameroun avec 12 barreaux étrangers. J'ai réintégré le barreau du Cameroun au niveau international. International Bar Association. Est-ce qu'il y a des choses que vous aurez dû faire pendant que vous étiez bâtonnier que vous ne l'avez pas fait? J'aurais peut-être... Et pour lesquels vous pouvez avoir des regrets aujourd'hui? Oui, écoute, oui et non. J'aurais voulu construire un siège. J'ai eu ce terrain-là qui a été octroyé. Et ce terrain, aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on a construit le parquet, à Yaoundé. Harmonisation au Cameroun veut dire, n'est-ce pas, que le système commandant et autres est absorbé. Harmoniser, ça ne veut rien dire. Comment est-ce qu'on harmonise? Vous savez, quand je suis rentré de Londres comme avocat, en 78, j'étais inscrit au barreau de Londres, monsieur. Je suis arrivé ici, vous savez ce qu'on m'a dit? Qu'il fallait l'équivalence de mes diplômes. Équivalence de quoi? J'ai attendu 3 ans. J'ai été avocat stagiaire quand la loi disait clairement que quand on espère un barreau étranger,
on est inscrit directement ici au barreau. So what can be done to valorize the both legal systems, the I civil think and the that common it is law clear legal that systems? we don't have, comment je veux dire ça? Il faut plutôt que le Cameroun soit comme un bol de salade. Je vois la tomate, je vois la laitue, je vois le concombre, je vois... Il faut voir un potage. Donc ça veut dire que les propositions qui sont faites là en ce moment pour régler ce problème, notamment en ce qui concerne la corporation des avocats, par rapport à l'harmonisation, pour vous, c'est un coup d'épée dans l'eau. Vous savez que les avocats sont descendus dans la rue pour poser ce problème-là. Et à Yaoundé, on a engagé un certain nombre de mesures pour répondre à ces problèmes posés par les avocats. Quel est le regard, quelle appréciation que vous portez sur ça? L'avocat fait partie d'un système judiciaire. L'avocat ne travaille pas dans le vide. Il est dans un système judiciaire. Ce qu'il faut revoir au Cameroun, c'est notre système judiciaire. On a un système judiciaire qui est simplement à terre parce qu'il faut revoir. Qu'est-ce que le président de la République a à faire comme président, n'est-ce pas? If there are things to change, what exactly the whole is supposed to be changed in the legal system in Cameroon? firstly. Allons justement dans ce système judiciaire et précisons ces propos du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, qui avait déclaré en novembre 2016 qu'il avait entrepris avec vous la codification des textes juridiques spécifiques à l'OHADA et conformes au système Common Law afin de répondre aux préoccupations des avocats des régions anglophones qui avaient manifesté en début octobre 2016. Comment appréciez-vous la gestion de ce dossier concret fait par le gouvernement? Je vais vous dire ceci. Si on peut faire une cérémonie dans cette république-ci pour montrer qu'on a traduit des textes de droit dans une autre langue nationale, est-ce que ce n'est pas ça un échec cuisant? En quoi Dans un est-ce que c'est pays. un échec selon vous? Mais vous me dites qu'il y a une partie des Camerounais qui n'ont pas eu accès à la loi. Ce n'est pas l'ignorance de la loi. C'est l'accès au droit. Quand on fait une cérémonie pour montrer qu'on a traduit les textes, mais de qui se moque-t-on? Mais monsieur But Batonier, that mais monsieur was one of the Batonier. revendications of common Oui. law lawyers for the Yeah, but Ohana is it text to be possible to translated. conceive the fact that I'm in a bilingual country and I have the right to be able to go to court? Regardez la loi électorale. Est-ce que vous savez que la loi électorale, allez le regarder. En anglais, il dit que le candidat indépendant, enfin, le candidat qui est proposé par un parti qui est un candidat, doit aussi mettre 300 signatures. En français, il dit que le candidat, n'est-ce pas, qui a un parti politique, qui a quelqu'un d'élu, n'a pas à mettre 300. Oui, c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de la traduction de ces textes-là. Mais pour revenir, vous avez parlé d'un échec et vous insistez là-dessus. Vous dites que c'est un échec. Mais on peut également vous attribuer cet échec-là en indiquant que à l'époque où vous étiez bâtonnier, vous aurez pu travailler sur cette question-là. Est-ce que c'était une préoccupation pour vous à cette époque? La question de ces deux systèmes. Je suis complètement choqué. Que c'est moi, bâtonnier, qui dois veiller à ce que la condition est appliquée. La condition qui demande que les textes sont en anglais et en français, et on ne les sort pas. On traduit et on en fait une cérémonie. Est-ce que vous avez mené des actions concrètes? Est-ce que vous avez mené des actions concrètes en tant que bâtonnier pour que les choses, pour que les lignes bougent? Écoutez, concrètement comme bâtonnier, j'ai fait le travail que je devais faire comme bâtonnier. J'ai amené une autre éthique au barreau. Et je pense que il ne faut pas passer sur ce problème avec beaucoup de facilité. Parce que s'il y a des textes de droit, et aujourd'hui il y en a encore, qui sortent en une seule langue, est-ce que vous pensez que c'est normal? Dans un pays qui se dit bilingue, vous pensez que c'est normal? C'est pas normal. Enfin, j'espère que vous comprenez pourquoi on vous pose la question. Observez très bien. Il y a eu, à une époque ici, je sais plus très en quelle année, il y a eu un incident qui s'est produit avec un avocat dans un commissariat. On a vu comment le bâtonnier, à l'époque, a mobilisé tous les avocats qui sont descendus, j'ai failli dire dans la rue, et puis ça a fait bouger les lignes. Au finish même, on a fait sortir le code de procédure pénale, entre autres mesures. Est-ce que vous avez mené des actions de cette, je veux dire, des actions aussi fortes pendant que vous étiez bâtonnier d'origine anglophone pour que cette question de l'harmonisation de deux systèmes, ou pour faire prévaloir justement cela? J'ai mené un combat pour que les diplômes venant de deux systèmes soient respectés dans la coopération que je gérais. C'était important. Ça, c'était des choses à mon niveau. Je peux vous dire que je n'ai même pas jumelé
le barreau du Cameroun avec les barreaux anglo-saxons. Les 12 premiers barreaux que je mets sont les barreaux de Normandie, les barreaux francophones. Ça veut dire que les deux côtés. Le premier administrateur formé, c'était par le barreau de Paris. Donc je pense que quand j'étais là, il y avait un barreau qui était naissant. J'ai fait ce que je considérais important. Mais peut-être pas suffisant. Je ne sais pas, je pense que j'ai amené les avocats à savoir qu'ils ont un rôle à faire à côté des citoyens. C'est-à-dire que pouvoir donner des conseils pour rien, rester au palais pour les stagiaires, voir les gens qui ont des problèmes, aider à remplir les certificats de nationalité, les assister. On n'a pas ce réflexe-là. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aux avocats. Et créer une coopération et une ouverture vers l'extérieur, dans le panafricanisme. C'était important de faire cela. Mais ce n'était pas mon travail. Saying that it is not your job, barrister, the current bar president has been indexed on several occasions of his silence. I should put it, those were the words of some common law lawyers with regards to the current situation and the strike action that was orchestrated by common law lawyers in the two Anglophone regions of Cameroon. Do you mean that his silence is not a surprise? That is how he was supposed to behave in such a situation? I wasn't silent. I wrote about all these problems. I wasn't silent. I wrote about all these problems. I wrote about the plight of the Anglophone lawyer. It was published. I was even, almost arrested for that. So I've always denounced it. As Bâtonnier, I did all I had to do in human rights. I created the Human Rights Commission, which wrote a whole report on the Betmanda incident. We're very proactive and very active. But I think for me to imagine that a country which is bilingual, by law, by tradition, and by culture, can come out with laws that are not translated. It's a heresy. We shouldn't even discuss it. It's not for a citizen to try and fix that. C'était peut-être à votre permission, sur les questions qui concernent la justice, au-delà de votre passage au barreau, il y a peut-être le regard que vous avez porté sur la justice. Tout à l'heure, vous avez semblé indexer cette justice-là, notamment dans l'affaire qui vous oppose à votre sœur. Ouais. Vous avez fait un certain nombre de propositions lorsqu'on parcourt le document en cadre qui est présenté peut-être comme votre vision de la Nouvelle République. Vous dites que le pouvoir exécutif n'interviendra plus dans les affaires individuelles. Le président de la République. Sauf par des voies légales et publiquement, mais c'est ce qui est déjà fait. Vous pensez? Est-ce que vous avez le sentiment que le président de la République intervient en dehors du cadre normatif légal? Le président de la République est le président du Haut Conseil de la magistrature. Oui. Le président de la République est le premier magistrat. Le président de la République préside le Conseil de discipline. Il n'interfère pas dans le système judiciaire. Et donc vous dites qu'il faut... Ah non. La magistrature sera gérée par les hauts magistrats de notre pays. Ça n'a rien à voir avec l'exécutif. Il faudrait qu'il y ait une séparation claire. Akere Mouna, président de la République, ça va s'arrêter. On aura une mutation systémique. Ce n'est pas au président de la République pour la séparation des pouvoirs. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un contrepoids. Il n'y aura pas un président de la République, Akere Mouna, président du Conseil de la magistrature. Non, oui, il y a des hauts magistrats. Ils vont fonctionner. Ils vont élire les leurs. Quand même, vous mettez par le président de la République, les magistrats. Le problème n'est pas qui nomme. Le problème, c'est qui enlève. C'est ça qui donne des dépendances. Proposer un système semblable à ce qu'on voit aux États-Unis et ailleurs, c'est ça? Ouais, Où les juges sont inamovibles. Non. Le problème n'est pas... Dans notre texte de magistrature, on dit aussi que les juges sont inamovibles. Ce n'est pas cela. Je suis en train de dire que pour vérifier l'indépendance, c'est de savoir qui destitue, qui enlève, qui fixe le paye, qui voit les avantages. C'est là qu'il y a. Il y a une autre question qui en rapport avec le fonctionnement de la justice. Vous avez noté que l'administration n'aura plus aucun pouvoir pour sanctionner les médias. Vous avez noté ça dans votre Je pense que je ne sais pas comment vous avez lu ça. Je suis en train de dire que, je vais vous dire ceci, que je pense qu'il faut dépénaliser. Non, mais ce n'est pas le mot qui est utilisé. Vous avez dit que l'administration n'aura plus aucun pouvoir pour sanctionner les médias. Enfin, c'est comme ça que cela est libéré. Oui, justement, c'est pour que les médias aient un système
de discipline comme ça. Oui, mais est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à toutes sortes de dérives telles qu'on observe dans les médias écoute, vous êtes dans le même chapitre que l'État. Moi, je pense que le média a des journalistes, n'est-ce pas, aussi responsables que les avocats, qui peuvent eux-mêmes gérer les problèmes de discipline. C'est-à-dire concrètement comment? Ça veut dire qu'il faudrait tout d'abord dire qui est un journaliste, qui ne l'est pas. Comment est-ce qu'on devient un journaliste? Ça, c'est déjà fait. Il y a eu des états généraux de la communication en 2012. Est-ce que vous avez un conseil de l'ordre qui regroupe tous les journalistes en 3 groupes, privés, publics, je ne sais pas. Vous faites donc allusion au tribunal des pairs. Comme c'est le cas. Donc, ça veut dire que, président de la République, demain, vous allez, avec votre décret, mettre un terme au fonctionnement du Conseil national de la communication et peut-être même à la Commission nationale de délivrance de la carte de presse, c'est cela? Cher ami, ce que vous faites de façon parcellaire, non, on prend les exemples précis pour permettre de bien comprendre. Justement, j'ai dit que, moi, je pense que les professions libérales, n'est-ce pas, doivent pouvoir s'auto-gérer. C'est ce que je suis en train de dire. Je vous invite, recrutement, je vous en prie, administration et discipline. C'est tout ce que je dis. Je vous invite, Bâtonnier Akeremouna, à rester sur le pouvoir judiciaire. Vous avez souligné dans votre programme que le Conseil supérieur de la magistrature sera une autorité indépendante. Cependant, les conditions de vie des magistrats se posent avec acuité au Cameroun. Quel est le regard que vous portez sur ces acteurs importants dans le pouvoir judiciaire, la question des conditions de travail et de vie des magistrats au Cameroun? Désastreux. L'écart entre les conditions de vie des magistrats, c'est désastreux. Le système de nomination ne respecte. Il y a des gens qui ont fait 4 tours, 7 tours dans certains partis, il y en a qui n'ont jamais bougé. Il y a un désordre total. Et je vous dis que c'est pourquoi favoritisme, tribalisme et népotisme. Et ça mine et la magistrature, ça mine et l'armée, ça mine et la fonction publique, ça mine tout notre système. C'est ça le problème de gouvernance dans notre pays. Dites-vous bien, quand vous nommez un ancien préfet comme patron d'une société de transport d'électricité, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? C'est ça, on a un problème de gouvernance. On a une gouvernance complètement sinistrée. Mais dans le cas des magistrats, dans le cas des magistrats, on compte 1542 magistrats en activité selon un pointage qui a été fait en 2016. Ils sont 1412 en service dans les juridictions. Le gouvernement reconnaît que ce nombre est insuffisant. Comment vous comptez résoudre ce problème pour permettre aux différents justiciables, aux usagers, d'avoir accès justement à ces différents acteurs de la justice? C'est très facile. Premièrement, ces instances où il faut avoir des magistrats, il faudrait qu'on les crée. Il faut une autre gestion. Je vais vous prendre un exemple. On a dit qu'il n'y avait pas assez de magistrats anglophones pour être dans cette région. C'est pour ça qu'il fallait maintenant ouvrir un common law section à l'ENAM. C'est très bien, c'est bien beau. Ça va donc, le professeur connaît très bien, c'est dans 3 ou 4 ans que ça va donner des résultats. Or, les textes aujourd'hui permettent de recruter les professeurs, les avocats, n'est-ce pas, pour les intégrer directement avec cette expérience dans la magistrature. Donc je pense que si, pour le gouvernement, le problème de manque de magistrats était urgent et à faire rapidement, pour répondre aux ententes, il dirait rapidement des professeurs, des avocats de plus de 10 ans, je ne sais pas, qui vont, n'est-ce pas, aller pour aider cette situation. Mais non, c'est la justification politique. On a répondu à des attentes, on a créé ça, on a fait le concours et tout ce qui va avec. Dans 4 ans, pour un problème qui est en train qu'on voit maintenant. Donc c'est cela. Je pense que si il faut une volonté politique, là on ne l'a pas. Même quand les magistrats sortent, des fois sortent, ils attendent 2 ans pour commencer à aller sur le terrain. Ils attendent 2 ans. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a des pesanteurs. Il y a des pesanteurs qui sont guidés par quoi? Le tribalisme, le népotisme. Barrister, if there were some proposals that you could make for the recruitment of magistrates in Cameroon, what could possibly be those proposals? The proposals are easy. I keep saying this. We have to look at our legal culture. You see, in the common law system, you cannot become a judge if you have not become a lawyer before. Because you get trained. 2 things happen. When they see you as a lawyer, they can know whether you can make a good judge
because the way you behave, what you do, people have a profile that you can see. And secondly, when you become a judge, you have experience. So, I think a legal system, the training has to be thought again, depending on where the magistrates are going. We have to do that. You know, nous avons, je vous dis, des magistrats extraordinaires. Very good magistrates. I know them. I've been in this business for 40 years. Very brilliant magistrates. Mais comment améliorer les conditions de travail au regard des nombreux dossiers qui croulent sur la table? Pour la simple raison que on a un système de gouvernance complet. Vous parlez du dossier de ma soeur. Je suis, à chaque audience où je vais, on t'interrompt peut-être 10 fois. Parce que quelqu'un vient chuchoter dans l'oreille du magistrat. Mais c'est inacceptable. Peut-être on vient lui dire que sa fille a appelé, je n'en sais rien, mais quand vous êtes là, on dit justice must be seen, must be done, and must be seen to be done. Quand le magistrat est sur le siège là, c'est inadmissible que pendant qu'il est en train de présider, des gens viennent avec des bouts de papier, des chuchotements dans l'oreille. It doesn't work. It doesn't work. Donc je pense que les conditions de vie des magistrats doivent être améliorées. En ce qui concerne où ils habitent, je vous donne un exemple facile. Je vous en prie, allez-y. Les gens de la Banque mondiale étaient venus me voir quand j'étais bâtonnier. On parle de la magistrature. J'ai dit, écoutez, ils disent que bon, je pense que c'est les salaires, donc la corruption c'est les salaires. J'ai dit non. La corruption c'est un problème moral. Alors, prendre l'argent, c'est un problème moral. Je ne peux pas lier les deux avec le salaire. Mais par contre, les magistrats sont fragilisés. Et je lui donne un exemple. Un magistrat qui loue, qui paie l'eau, qui paie l'électricité, on l'appelle ou dit, monsieur le président, il y a maman qui est très malade, vous venez de décéder. Il faut venir. Il n'a pas d'argent. Il va chez son propriétaire. Il dit, vraiment, le propriétaire, s'il te plaît, vraiment, il me faut un prêt de 500 000, je vous rends ça à la fin du mois. Il donne les 500 000. Il part au village, regarde son problème. Une semaine après, il est au tribunal, il préside. Dossier numéro 231. Le propriétaire qui lui a acquis contre quelqu'un d'autre. Barrister, we've seen Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un d'autre à ce tiers-là a une chance contre le propriétaire à qui le magistrat doit de l'argent? Bien sûr que non. Donc il faudrait qu'un magistrat ait tout d'abord le minimum. Un logement, de l'eau, de l'électricité et des facilités pour avoir un véhicule. C'est ça qui lui permet d'exercer son métier dignement et aussi garder. C'est comme ça que j'ai grandi. Un magistrat avait tout ça et il est toujours un garde-corps. Vous avez souligné tout à l'heure la corruption, l'administration de la justice qui est perméable à ce fléau, selon plusieurs rapports de la CONAC au Cameroun. Pourtant, vous avez lancé une croisade contre ce fléau dans le pays et à ce sujet, Duval va justement vous interroger sur votre perception de l'indice de corruption au Cameroun après les différentes initiatives que vous avez entreprises. Est-ce que vous avez le sentiment que les mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics jusqu'ici, en rapport avec la lutte contre la corruption, avec les institutions qui ont été créées, ont permis un temps soit peu à la corruption de reculer dans notre pays? Je dois dire une chose. Quand je commence Transparency International, c'était même interdit de parler de la corruption. J'ai perdu 70% de ma clientèle parce que c'était des étrangers qui venaient et qui venaient dans notre cabinet parce qu'on était un cabinet pas seulement bilingue mais aussi dualiste. Donc, puisqu'ils avaient des contrats d'État, quand ils repartaient, l'État dit, votre avocat c'est qui Med Mouna, désolé, si vous mettez, ce sont des opposants, si vous avez Med Mouna, c'est comme ça que j'ai perdu 70% de mon portefeuille à cause du fait que je me suis engagé, n'est-ce pas, dans cette lutte. Pour revenir à votre question, l'État pense qu'on peut avoir un système de lutte contre la corruption qui est autogéré. Et je dis toujours que on ne peut pas demander aux poissons de voter le budget de l'hameçon. Ça ne marche pas. Les poissons ne peuvent pas se briser. De façon concrète? Oui, de façon concrète. Ça veut dire que toutes les institutions de lutte contre la corruption que nous avons sont sous le contrôle de ceux-là même
qui sont accusés. C'est pour ça que de vous dites que corruption. vous allez créer une commission nationale indépendante de lutte contre la corruption et le Exact. blanchiment d'argent. Ça veut dire que, Avec des membres qui sont nommés et dont le mandat est validé par le Parlement. voilà, ça veut dire que de toutes les façons, ils peuvent être nommés n'importe comment, Oui. mais celui qui les nomme ne peut pas les virer. Première chose. Il faudrait qu'il y ait, au lieu de faire le tribunal, le TCS, j'aurais plutôt créé, moi, un système d'enquête et de poursuite indépendante. Costaud. Au Ghana, il y en a 800 à 1000 personnes. Le TCS ne sert donc à rien dans l'état actuel, c'est ce que vous voulez dire? J'attends de voir. Peut-être pour vous, ça sert à quelque chose. Ça fait beaucoup de bruit, certainement. Ça met la peur dans la tête de beaucoup de gens, certainement. Vous voulez conclure que tous les gens que le TCS a envoyés en prison le sont innocemment? Ah, je n'ai pas dit cela. Ah, d'accord. Je n'ai pas dit ça. C'est vous qui le dites. Je suis en train de dire que quand vous utilisez la justice politiquement, vous ne réussissez jamais. C'est-à-dire que si vous, if you use politics, if you use justice to settle a political problem, you will not get anywhere. Justement, sur votre gestion de Transparency International au Cameroun, il y a quelques zones d'ombre qui ont été identifiées par Mimi Mefou. Of course, talking about your role with regards to Transparency International, I think that there were a lot of cases that you were supposed to handle that were not really in conformity with your role as an anti-corruption advocate. We have the case of the Abacha family in Nigeria that you had to withdraw, your law firm had to withdraw. That was a situation that happened several years ago. We equally had Transparency International that indexed Cameroon as one of the most corrupt countries in the world, and you were actually backing the government of Cameroon with regards to that. When you look at the journey between that moment And now, what I'll answer is your I'll answer you on evaluation? the 2 points. Firstly, I went to the Abacha case to defend Mohamed Abacha, who was accused of murder of Kudirat Abacha. And I thought that it was possible to do that case without talking about the financial matter of Abacha. When I discovered that it was confused, It was unavoidable. it was confused, I resigned. I quit the case. I would have had a good retirement today, but what do you know? So I quit that case. The case about government which is corrupt, people should understand. The state, Cameroon, is you and it's me. If I go to London to prevent the embassy from being sold, it's the embassy of the Cameroonian taxpayer. It's the embassy of the Cameroonian. It's not the embassy. It is true that some people behave in this country as if the government belongs to them. So we confuse it. We are living in a state, in a country of state capture. On est dans un pays pris en otage par quelques oligarques. Ils ne sont même pas 100. C'est pour ça que quand on se lève pour aller à Londres défendre, n'est-ce pas, une histoire comme elle soulève, on pense que vous défendez un État corrompu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cela. Il faudrait que, et c'est à vous aussi les journalistes de le faire se comprendre, aux Camerounais de savoir, de prendre conscience que ils ont un rôle de déclencheur d'alerte en ce qui concerne notre pays. Ils doivent le dire. Sur la question de la corruption et des affaires controversées, Ouais. il y a une autre affaire qui apparaît chaque fois lorsqu'on parle de Maître Akere Mouna. C'est l'affaire Bibijet. Ouais. En 2004, JIA International disparaît, disons ça comme ça. Il y a une décision, dit-on, vous allez me corriger si je me trompe, qui est rendue par le juge de l'État de l'Oregon. Et au terme de cette décision, il y a ce qu'on appelle le settlement agreement. Il y a comme une mauvaise interprétation ou une interprétation controversée de cette affaire. Ce settlement agreement, est-ce qu'il indiquait clairement que les parties devraient plus se poursuivre entre elles? C'était qui les partis? Vous défendez l'État du Cameroun. Justement, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Le parti au settlement agreement était l'État du Cameroun Et une compagnie, une société indienne qui aussi qui a de l'argent et le syndic, les trois partis. dans le settlement agreement, Justement, quand je dis ces trois partis, et surtout le syndic qui ne voulait pas que par derrière le Cameroun vienne dire que ben, écoutez, je n'ai pas eu tout mon argent et tu as dépensé comme ci, comme ça. Donc il fallait donc signer entre les trois partis. L'État du Cameroun, la société indienne
et le syndic. Vous croyez que le Cameroun a tiré le meilleur parti de cette décision? C'est moi qui était quand j'entre dans l'affaire d'ailleurs, parce que la personne qui devait être là, c'était Akamer. Il faut pas qu'on oublie. Et quand j'entre dans ce dossier, je découvre que on est en retard pour s'inscrire, pour inscrire la créance du Cameroun. C'est la Camer qui devait le faire. On était fort clos. Alors je repars et je dis que, en fait, cet avion a été payé entièrement par la SNH, qui est une société 100% de l'État. Donc en fait, cet avion appartient à l'État. Donc, Camer est fort clos, mais le propriétaire n'était pas au courant qu'il y avait un procès. C'est comme ça que j'ai réussi à remettre les choses sur la sellette. Et vous obtenez un Boeing, je crois, 707. Une seconde. Et ce qui se passe, c'est que ce qui reste dans la cagnotte, c'est 2 millions de dollars, je pense, ou 1,8 million, ça je ne me rappelle pas. On pouvait continuer le procès pour savoir combien on devait au Cameroun, ou bien on devait arrêter le procès, faire un arrangement, payer le syndic et voir ce qu'on pouvait avoir. Surtout que nous, de notre côté, on avait un avocat, mon confrère signé par l'État, qui était payé sur l'argent récupéré. Donc ce que j'ai fait, j'ai signé cet agreement, ou bien notre boss a signé cet agreement, qui a donné 3 choses. Premièrement, toutes les créances qui étaient dues devaient être versées au Cameroun. Secondement, j'ai fait saisir un avion qui était ici sur place. Cet avion a été immobilisé. Était ici. J'ai une ordonnance de prise de possession parce que cette décision a dit que ça revenait à la présidente de la République. Ce qui est advenu de cet avion, je n'en sais rien. Et non, ça... Docteur Pierre Balegelkout, camarade Nkoumbondo, professeur Nkoumbondo, président du parti Univers, camarade Omam Philippe, président du bureau du comité directeur, camarade Grace Nde Toumaza, secrétaire général adjoint de l'Union des populations du Cameroun, camarade Nyobe Franklin, camarade Ngene, notre honneur, notre joie est celle qu'aujourd'hui nous nous retrouvons là où on a déposé les restes de Ruben Oumniobe, qui est né en 1913 et abattu sauvagement en 1958 par l'armée française. Nous avons surnommé cet endroit où nous avons déposé ces restes, nous avons dit le pionnier de l'indépendance du Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, l'année où le Cameroun doit changer, l'année où l'UPC a décidé de porter votre candidature. Camarade Akere Mouna, bâtonnier, nous vous connaissons déjà beaucoup trop intelligent, nous vous connaissons efficace. Nous sommes venus ici pour qu'enfin, que le père, que le pionnier de l'indépendance